Hello YouTube, je fais une introduction à l'introduction. Ce que vous allez voir juste après, ça va être la vraie introduction de la vidéo. Mais je l'ai faite dans un état pas possible. Elle est d'une qualité. C'est un bijou, mais dans le mauvais sens du terme. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est après une course. Je voulais faire quelque chose d'original et je vous laisse voir ce que ça donne. Il y a du bruit dans tous les sens. Je suis essoufflé, je suis pas préparé. Le meilleur début de vidéo, clairement. Là j'en profite parce que je suis plein d'endorphine, qui est la molécule que l'on sécrète après le sport. Que l'on sécrète après le sport pour que le corps arrive en gros à diminuer les douleurs liées à la fatigue musculaire et au lactate dans les muscles, et pas l'acide lactique, attention. Et cette molécule, qui est un antidouleur, me met, je pense tout le monde, dans un état moitié d'euphorie, de bien-être, de détente. C'est pas trop cool? Ouais, ok, la couleur. La en général, ça fait vraiment partie de mes grandes passions. Le sport, qui peut être vraiment à l'inverse de la science et de la technologie, on est vraiment seul avec son corps. C'est juste le sport, il faut que tu dépasses tes limites. Ça, c'est quand même ouf. C'est quand même fou. Ça pour dire que je trouve dans l'athlétisme, moi je fais du 400 mètres et du 800 mètres, qu'il y a quelque chose de incroyable qui est la puissance du moment présent. Le moment où tu fais ta course et tu bats ton propre record, c'est-à-dire que à ce moment-là, tu viens d'être le plus performant de toute ta vie. C'est ça que je trouve ouf, c'est que le moment où tu fais une course et tu bats ton record, c'est le moment où tu n'as jamais été aussi loin dans tes limites humaines. Et ce rapport à la singularité de l'humain, elle est fascinante, je trouve. Ouais, elle est belle. Et pour parler de biologie, pour parler de neurosciences, j'étais obligé d'en profiter pour faire une vidéo de toutes les technologies humaines qui existent, de tous les robots qui existent, le robot organique, biologique, nos muscles, sont de loin la merveille d'optimisation la plus aboutie. On en parle en studio. Enfin en studio, je vous ai pas dit que j'avais un nouveau studio? Promis, je débuterai plus jamais une vidéo comme ça. Forcément il y a le soleil. Je pensais tourner sans soleil et finalement, ça vous arrive jamais de vous demander si la technologie humaine, nos muscles, nos organes, ne sont pas la technologie la plus aboutie qu'il soit, bien plus que n'importe quelle technologie humaine que nous avons inventée. Ça vous arrive jamais de vous poser cette question? Dans cette vidéo-là, j'avais déjà parlé du cerveau comme objet sûrement le plus complexe de l'univers, avec 1 milliard de connexions dans une tête d'épingle, avec chacune des millions de moteurs moléculaires à l'intérieur. Mais je crois que j'ai cette même passion pour les cellules musculaires. Elles sont une merveille d'optimisation énergétique, surtout. Je veux dire, quand je vois un marathonien courir à plus de 20 km/h sur une telle distance, et qu'il n'a ni prise électrique, ni carburant, ni essence, genre un plat de pâtes, et c'est parti quoi. Et je vous mets au défi de faire fonctionner votre Tesla, même avec des plats de pâtes. Donc, est-ce que vous savez ce qui déclenche une contraction musculaire? Je veux dire, même si vous savez que c'est un message nerveux le long d'un nerf, est-ce que c'est vraiment si simple et si peu complexe? Bon, vous me connaissez, il faut bien commencer par le boss, le patron, la légende, le cerveau. On ne parlera pas trop ici des fonctions cognitives, mais retenez que le cerveau commence par émettre un tas d'actions possibles pour faire bouger un bras, un vrai brainstorming. C'est méta ça. Et petit à petit, avec des cycles, le cerveau va commencer à faire un processus d'écrémage pour choisir la bonne action à faire pour pouvoir bouger la main dans la bonne direction. Notamment savoir si c'est tel ou tel muscle qui se contracte, dans quel sens, dans quelle organisation. À la fin, il n'en restera qu'un. Et fun fact, enfin pas très fun en fait, il y a une maladie où ce processus se dégrade petit à petit et le cerveau fait trembler nos membres parce qu'il n'arrive plus à choisir une seule bonne action et à guider un seul et même muscle. C'est la maladie de Parkinson. Lorsque l'action elle est choisie, on sollicite alors un motoneurone, un neurone moteur, qui va envoyer tel un facteur dans le corps un message nerveux pour donner une action à faire sur un muscle précis. Là aussi, on a un tracteur qui est en train de tondre la pelouse. Là aussi, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Je ne sais pas si vous savez, mais les motoneurones sont par exemple les cellules les plus longues de notre corps. Elles peuvent parcourir jusqu'à plus d'1 mètre pour celles qui descendent jusqu'à nos pieds. Si vous vous posez la question, oui, on trouve des neurones qui peuvent mesurer jusqu'à plusieurs mètres chez la girafe. Vous vous êtes peut-être pas posé la question, mais on y a répondu. Toute proportion gardée, un neurone à cette échelle, chez la girafe, serait l'équivalent d'un spaghetti qui mesurait plus de 500 mètres de longueur. Soit un spaghetti plus long que la distance de ce tour de piste, de 400 mètres. Donc Materazzi, t'es bien sympa, mais ton plat de pâtes, à cette longueur-là, je vais le couper avec un couteau. Autre anecdote croustillante, les motoneurones ont leur propre système de gaines isolantes électriques.
Et les mecs sont même pas électriciens. Cette isolation, faite à partir d'autres cellules capables de s'enrouler, d'enlacer, d'embrasser les motoneurones, va permettre, pour grossièrement vulgariser, de prendre de l'apnée au message nerveux pour le faire ressortir beaucoup plus loin dans le neurone. Cela a la faculté d'accélérer le message nerveux d'environ 1 mètre par seconde en moyenne jusqu'à plus de 100 mètres par seconde. Donc cette distance-là, je vais arriver, donc cette distance-là en 1 seconde. Ce qui est la même ordre de grandeur, par exemple, que la vitesse du son, qui est de 340 mètres par seconde. Si vous vous demandez si un champion comme Usain Bolt, avant même d'arriver au niveau des muscles et de la génétique, si lui, il a une innervation et des neurones différents du commun des mortels, la réponse est oui. Fin de vidéo. Non, je déconne, c'est plus complexe que ça. Déjà, il faut décorréler excitabilité et vitesse de conduction du message nerveux. Parce que si on a découvert que la vitesse de conduction du message nerveux chez les sprinters était en effet plus rapide, cela ne veut pas dire que leurs neurones étaient plus excitables. En gros, t'as beau avoir une Formule 1, si tu démarres trop tard, c'est trop tard. Courir, contrairement à des sports portés comme la natation ou le vélo, où on n'a pas à porter notre propre poids, et les triathlètes, on vous laisse avec vos indécisions, c'est un sport où il faut lutter contre la gravité. Il faut donc supporter le poids de nos jambes lorsque nous écrasons le sol. Et ainsi, après un impact, pour restituer l'énergie, il est important d'avoir des tendons et des muscles qui ne se déforment pas trop, et qui donc résistent avec une certaine élasticité. Surtout qu'un athlète comme Usain Bolt, c'est quand même plus de 400 kilos poussés contre le sol par chaque jambe à chaque foulée. Soit sur 100 mètres, plusieurs tonnes poussées par chaque jambe. Et un de ses secrets à Usain, c'est justement la sensibilité à l'étirement de ses tendons et de ses muscles. Oui, des neurones sensoriels donc, et non des neurones moteurs. C'est le fameux réflexe myotatique. Oui, tu l'avais, bien joué. Tu l'avais retenu quand tu étais au lycée, bien. Le soleil, c'est de pire en pire. Si le muscle est étiré, celui-ci va avoir le réflexe de se contracter pour éviter de trop s'étirer, pour éviter d'avoir trop de blessures. Et cette boucle rétrograde nerveuse, elle se fait inconsciemment et elle ne remonte même pas jusqu'au cerveau, elle passe uniquement par la moelle épinière avant de repartir vers les pieds. C'est le principe même d'un réflexe, de ne pas passer par le cerveau et la partie consciente d'un geste. En pratique, c'est ce qui fait que si vous tapez dans un ballon, votre jambe revient après et elle ne reste pas tendue comme ça. La jambe revient automatiquement, même si vous lui avez pourtant demandé d'aller vers l'avant et de shooter le ballon. Bon, pour en finir avec Usain Bolt, prenons un autre. Tyson Gay, il est dopé. Asafa Powell, il est dopé. Yohan Blake, il est dopé aussi. Prenons Usain Bolt. On a, et c'est somme toute logique, découvert qu'il avait une grande résistance à la fatigue neuronale. C'est-à-dire qu'au bout de 40 foulées sur 95 mètres, à aller au bout de ses limites, il arrive à faire la 41e foulée, parce que oui, il en met 41 pour faire 100 mètres, sans perdre le contrôle et la maîtrise de ses muscles. Il arrive à garder la synchronisation de l'ensemble. Là où n'importe quel athlète du commun des mortels commencerait à perdre en réflexe et en synchronisation des muscles. C'est ce qui fait que quand on court vite, on arrive souvent à un moment où on n'arrive plus du tout à contrôler et on se désorganise. La fameuse tête qui bouge dans tous les sens, par exemple. Fin de la parenthèse sur les sprinters. Si on reprend notre road trip, ça c'est bien un accent français, notre road trip nerveux, nous avons vu la création du message, nous avons vu son passage le long du nerf. Parlons maintenant de son arrivée sur la cellule musculaire. La terminaison nerveuse, même si je trouve que c'est encore plus joli de l'appeler arborisation nerveuse, et c'est un terme scientifique, c'est un petit bijou architectural. Un même neurone moteur innerve sans souci plusieurs fibres nerveuses, fibres étant le nom des cellules musculaires, une fois matures. Fibres parce que ces structures entre elles forment des faisceaux que vous pouvez voir par exemple lorsque vous découpez de la viande. Enfin, si vous mangez encore de la viande. Il y aurait tellement de choses à dire sur la cellule musculaire et sur la contraction en elle-même. Même si vous avez entendu parler d'actine qui glissait sur la myosine pour contracter la cellule et réduire le muscle, la contraction musculaire, c'est vraiment beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus cool et beau que ça. Ne serait-ce que le contact entre le neurone et la cellule musculaire, ce que l'on appelle la jonction neuromusculaire, ce qui donne l'unité motrice. Autant de nouveaux mots que vous pouvez maintenant utiliser en soirée. Cette jonction, elle est fascinante. C'est une véritable ville, une cité foisonnante. Je vous jure, c'est l'équivalent du port de Shanghai, par exemple, juste avant Noël. Mais ce, à l'intérieur de vous, des milliards de fois, dans tous les sens, tous les jours. Alors, est-ce qu'il faudra une autre vidéo sur le sujet pour en parler? Coronavirus. Mais avant de vous laisser dans une autre vidéo sur la partie musculaire et délaisser la partie nerveuse, je voulais au moins vous parler des différents types d'unités motrices.
Promis, c'est pas de la mécanique. Si vous avez déjà entendu parler des fibres lentes, des fibres rapides dans les muscles, eh bien sachez que c'est le motoneurone qui définit cela. Même si en théorie, on ne sait pas de l'œuf ou la poule, si c'est le motoneurone qui choisit la fonction, ou si c'est la fonction lente ou rapide du muscle qui choisit le motoneurone ensuite. Mais ça, c'est de la biologie développementale. Et je vous mets quelques liens en description pour commencer à débroussailler le sujet. Les unités motrices lentes, elles sont très résistantes à l'endurance. Elles utilisent principalement de l'oxygène et c'est celles que l'on associe souvent à l'effort des marathoniens. Ce sont celles aussi que l'on appelle souvent les fibres rouges. Et on y reviendra pourquoi, notamment parce qu'elles contiennent beaucoup de sang. Les unités motrices rapides, elles, c'est clairement tout le contraire. Elles ne sont pas du tout endurantes, elles n'utilisent pratiquement pas d'oxygène, elles sont évidemment assimilées à l'effort des sprinters. On les appelle fibres blanches en opposition aux fibres rouges, et fibres rouges, fibres blanches, fibres endurantes, fibres rapides. Cela est un parallèle évident avec la viande rouge et la viande blanche. Je vais faire certains parallèles de vulgarisation là aussi, c'est pour expliquer le plus simplement possible. Mais si la viande d'un poulet est avant tout blanche, c'est parce que son effort il est rapide. Belle imitation, hein. C'est dans la boîte. Alors que, au contraire, l'effort d'un canard, c'est d'être endurant sur la durée pour faire des vols sur des grandes distances. Et sa viande est beaucoup plus rouge. Le plus flagrant, c'est avec les grands mammifères, les grands gibiers, ceux qui sont capables de parcourir plusieurs kilomètres dans la journée, qui sont vraiment endurants. Je pense aux sangliers, bonjour l'Ardèche. Je pense aux cerfs et aux biches, bonjour la Sologne. Je dis pas ça au hasard. Qui, eux, sont connus pour avoir une viande quasiment très rouge, en tout cas, quasiment noire. Évidemment, je vous ne laisserai pas sur ces images de barbarie animale. Je préfère donner la parole aux principaux intéressés, parce que j'ai eu la chance de les interviewer, parce que je les possède au laboratoire. La cellule musculaire et le neurone moteur capable d'innerver cette cellule musculaire. Voici leur interview. Partagez et abonnez-vous. À très vite. Ciao. So